À Concarneau, en Bretagne, une ville portuaire depuis longtemps réputée pour ses produits de la mer. En 2022, une histoire a soudainement émergé, changeant l'atmosphère de la communauté. Les habitants de Concarneau sont habitués à vivre au rythme de l'océan. Chaque matin, le port est rempli de chalutiers rentrant au port, chargés de crevettes, de poissons, de calamars et de coquillages. L'odeur saline de la mer se mêle à celle du gazole. Les cris des poissonniers résonnent, et au milieu de cette agitation, les mères de famille s'affairent à choisir les produits frais pour leur cuisine. Depuis toujours, les rillettes de crevettes sont présentes comme l'une des spécialités locales. Leur texture est fine, savoureuse, elles se conservent longtemps et sont parfaites sur une tranche de pain frais ou avec de simples pommes de terre. Pour les anciens de Concarneau, ces rillettes sont un souvenir d'enfance. Beaucoup se souviennent encore de leur mère, assise dans la cuisine rustique, faisant revenir patiemment les aromates, puis mélangeant les crevettes jusqu'à ce que l'arôme embaume la maison. Ce mets simple devenait le goûter des enfants pour l'école, le compagnon des longs voyages, et même un réconfort pendant les périodes difficiles. Les rillettes de crevettes n'étaient pas seulement un plat, elles étaient un symbole de persévérance et d'amour familial. Mais en 2022, quelque chose d'étrange s'est produit. Une petite échoppe dans une ruelle étroite près du vieux port s'est mise à vendre des rillettes de crevettes aux goûts différents. De l'extérieur, l'échoppe ne payait pas de mine. Ses murs étaient défraîchis, sa porte en fer rouillé, sans enseigne ni panneau publicitaire. Seule une vieille dame était parfois visible, assise sur une chaise en osier devant la porte. Mais dès que les rillettes de cette échoppe ont commencé à circuler, tout Concarneau a semblé secoué. Ces rillettes avaient une couleur rouge dorée étincelante. Leur texture était incroyablement fine et parfaitement prise, tout en restant fondante sur la langue. Au contact d'une tartine chaude, leur arôme savoureux se libérait instantanément, séduisant les gens avant même qu'ils n'aient pu y goûter. Une fois en bouche, il y avait un équilibre parfait de saveurs salées et douces, laissant une trace étrange qui donnait envie de continuer à manger. Les premières personnes à les essayer dirent que le goût n'avait rien à voir avec les autres rillettes. Il y avait quelque chose d'inexplicable, comme une attraction qui leur donnait envie d'y goûter encore et encore. La nouvelle s'est répandue rapidement. Au marché de Concarneau, les femmes, habituellement occupées à négocier les légumes, se demandaient maintenant où trouver cette échoppe spéciale. Les commerçants étaient également curieux. Certains donnaient même de l'argent pour qu'on leur en achète à l'avance. Une ou deux photos sont apparues sur les réseaux sociaux, montrant la texture fine des rillettes d'un rouge éclatant dans un bocal en verre. Les légendes accompagnant les photos ne faisaient qu'attiser la curiosité. L'un écrivait « Une bouchée et on ne peut plus s'arrêter ». Un autre disait « C'est comme un aliment qui apaise le cœur tout en le rendant agité ». Ce phénomène a créé de longues files d'attente devant les shops à chaque nouvelle production. Les gens étaient prêts à attendre depuis l'aube, apportant des chaises pliantes. Certains payaient même un service de livraison juste pour être sûrs d'avoir leur part. Le prix de ces rillettes a doublé, puis triplé. Mais tout était vendu en quelques heures seulement. Au bistrot du quartier, les hommes âgés en parlaient avec étonnement. Monsieur Dubois, un voisin vivant non loin de l'échoppe, affirmait entendre souvent le bruit d'une machine tournant à plein régime jusqu'au milieu de la nuit. Selon lui, ce n'était pas un bruit de machine ordinaire, le rythme était irrégulier. Parfois, il s'arrêtait brusquement avant de reprendre, comme la respiration de quelqu'un à bout de souffle. Certains se moquaient de son histoire, pensant qu'il était trop vieux et trop méfiant. Mais quelques jeunes, rentrant tard de leurs activités, avouaient avoir entendu un son similaire. Pendant ce temps, dans les foyers, les rillettes de crevettes sont soudainement devenues populaires. Tout le monde se dépêchait d'en acheter, une curiosité s'emparait des habitants, et ces rillettes devenaient le sujet de conversation quotidien. Les enfants suppliaient pour en avoir sur leur pain à chaque repas. Une mère de famille raconta même que son mari, qui mangeait habituellement peu, reprenait systématiquement une portion depuis qu'il avait goûté ces rillettes magiques. Des familles conservaient plusieurs bocaux au réfrigérateur, comme s'il s'agissait d'or, de peur d'en manquer. Au milieu de cette euphorie, certains commençaient discrètement à s'inquiéter. Une maraîchère nommée Madame Fournier avait un jour murmuré « Pourquoi ces rillettes sont-elles si bonnes ?» Elle savait pourtant que les ingrédients de base n'étaient que des crevettes, des échalotes et des aromates simples. Qu'est-ce qui pouvait rendre le goût si différent? Mais la curiosité était plus forte que la peur. Les gens continuaient d'acheter, de louer et d'ignorer les questions qui leur venaient à l'esprit. Une réunion de quartier a brièvement évoqué le phénomène. Le jeune curé a rappelé qu'il ne fallait pas que la communauté se perde dans l'idolâtrie de la nourriture. Il a dit que le palais pouvait tromper le cœur, et que ce qui est délicieux n'apporte pas forcément la bénédiction. Mais cet avertissement s'est noyé dans le tumulte des gens toujours occupés à chasser les rillettes magiques. Les jours passaient,
La demande augmentait. Des acheteurs venaient de Quimper, de Brest, et même de Rennes, prêts à faire des kilomètres. Ils achetaient des dizaines de bocaux pour les offrir à leur famille. Les vendeurs en ligne ont commencé à s'y mettre, ajoutant à l'euphorie. À chaque nouvelle production, des centaines de bocaux disparaissaient en quelques heures. À Concarneau, une ville imprégnée d'histoires de pêcheurs et de traditions côtières, le goût d'un aliment avait réussi à changer le visage de la société. Ces rillettes parfumées étaient devenues un nouveau symbole de fierté, mais aussi un mystère déroutant. Personne ne savait qui les préparait réellement. Personne n'avait vu le processus, car la porte de fer de l'échoppe restait toujours close. Et derrière cette porte, une sombre histoire attendait d'être révélée. Une histoire qui allait bientôt stupéfier toute la Bretagne. Ces rillettes n'étaient pas seulement un aliment. Elles étaient le début d'un secret terrifiant. L'énigmatique Madame Éléonore, propriétaire de l'échoppe, digne mais secrète. Derrière la porte de fer de la petite échoppe se tenait la silhouette d'une femme qui apparaissait rarement en public. Son nom était Madame Éléonore. Dans le voisinage, elle était connue comme une vieille dame aux cheveux blancs, toujours relevée en un chignon impeccable, vêtue d'une simple robe de couleur sombre. Sa démarche était lente, sa voix jamais forte, mais chaque regard de ses yeux poussait automatiquement les gens à baisser la tête. Personne n'osait prononcer son nom à la légère. Les enfants du quartier ne faisaient que chuchoter s'ils la voyaient passer. Les employés de l'échoppe lui parlaient aussi rarement, sauf en cas d'absolue nécessité. La présence de Madame Éléonore était comme une ombre qui dominait l'espace sans un bruit. Des décennies plus tôt, elle avait traversé une période difficile. Son mari, un docker, était mort dans un accident lors du déchargement d'un navire. À cette époque, Madame Éléonore commençait à peine sa petite entreprise de rillettes. Beaucoup pensaient qu'elle abandonnerait. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Elle s'est relevée, sans larmes, nettoyant elle-même les débris de son matériel et se remettant au travail comme si rien ne s'était passé. Depuis lors, elle était connue comme une femme forte, mais aussi de plus en plus fermée. On dit qu'après l'accident, Madame Éléonore n'a plus jamais laissé personne maîtriser le processus de fabrication des rillettes. C'était elle qui choisissait les crevettes, pesait les aromates et supervisait chaque étape. Il n'y avait pas de recette écrite. Tout était dans sa tête. Les employés n'étaient chargés que des tâches extérieures, peser, emballer ou livrer. Le cœur de la fabrication restait un secret qu'elle seule détenait. Les gens qui avaient travaillé à l'échoppe racontaient souvent que l'atmosphère à l'intérieur était très différente de celle du marché. Silencieuse, ordonnée et pleine de règles. Si Madame Éléonore ne souriait pas, la pièce semblait froide, même par temps chaud. Si elle traversait le couloir, tous les employés baissaient les yeux. Personne n'osait demander pourquoi la porte de l'atelier principal était toujours verrouillée. Personne n'osait regarder à l'intérieur lorsque cette porte s'entrebâillait. La seule personne qui lui était relativement proche était son fils, Julien. Mais même cette proximité était limitée. Julien n'avait que la responsabilité de livrer les commandes et de parler aux clients. Même en tant que fils unique, il n'avait jamais été autorisé à entrer dans l'atelier principal. La clé de la porte était toujours suspendue à son cou, comme une amulette qu'elle ne quittait jamais. Pour les étrangers, tout cela ajoutait à l'impression de mystère. Ils voyaient une vieille femme simple, mais derrière son regard, on sentait le poids d'un lourd secret. Certains voisins disaient, depuis que les rillettes de cette échoppe sont célèbres, le visage de Madame Éléonore est encore plus indéchiffrable. Parfois, elle esquisse un léger sourire, mais ce sourire ressemble plus à une ligne froide qu'à de la chaleur. Il y avait l'histoire d'un jeune homme nommé Jacques, qui n'avait travaillé là qu'une semaine. Il racontait qu'une nuit, il avait vu la lumière allumée dans la pièce verrouillée, alors qu'il était très tard. Curieux, il s'était approché, mais avant même d'avoir pu jeter un œil, Madame Éléonore s'était soudainement tenue derrière lui. D'une voix calme mais ferme, elle avait dit « Toutes les portes ne sont pas faites pour être ouvertes ». Le lendemain matin, Jacques n'est pas revenu. Interrogé par les voisins, il avait simplement répondu qu'il ne supportait pas de travailler là-bas. Malgré ce mystère, la communauté continuait de considérer Madame Éléonore avec respect. Il la voyait comme une figure de femme résiliente qui avait réussi à faire la renommée des rillettes de crevettes de Concarneau. Elle ne se mettait jamais en colère en public, ne criait jamais, mais c'était justement pour cela que les gens la craignaient davantage. Dans chacun de ses gestes, il y avait une sorte d'autorité qui incitait tout le monde à la prudence. Claire, la belle-fille qui avait épousé Julien, se sentait souvent comme une étrangère face à Madame Éléonore. Chaque fois qu'elle arrivait avec de nouvelles idées, prenant des photos du produit pour la promotion ou proposant un nouveau design d'emballage, le regard de Madame Éléonore restait le même, plat et indéchiffrable. Il n'y avait pas de rejet, mais pas non plus d'approbation chaleureuse.
Comme si Madame Éléonore laissait Claire s'agiter à l'extérieur, tout en maintenant une distance, un mur invisible. Les habitants du quartier s'étaient habitués à la présence de cette figure mystérieuse. Ils voyaient rarement Madame Éléonore sortir de chez elle, sauf pour se rendre à l'échoppe. Même lors des fêtes de voisins, elle se contentait d'envoyer un petit paquet sans être présente. Beaucoup chuchotaient qu'elle gardait trop de secrets. Mais comme ses rillettes se vendaient si bien, les gens préféraient se taire. À Concarneau, le nom de Madame Éléonore est finalement devenu une sorte de petite légende. Certains la qualifiaient de femme forte, d'autres de trop secrète. Mais personne ne pouvait nier que derrière cette porte de fer toujours verrouillée, il y avait quelque chose que personne ne devait savoir. Et de jour en jour, ce secret devenait de plus en plus lourd, comme une vague attendant le moment de se briser sur le rivage. Julien, son fils mélancolique, et Claire, la belle-fille pleine d'entrain, élargissent l'affaire. Julien, le fils unique de Madame Éléonore, était très différent de sa mère. Son visage était doux, son regard tendre, comme s'il gardait encore une âme d'artiste, lui qui avait autrefois rêvé d'être guitariste dans un petit café de Rennes. Mais depuis la mort de son père, il avait abandonné ce rêve et était revenu à Concarneau pour seconder sa mère. Aujourd'hui, il conduisait chaque jour une vieille mobilette, livrant les bocaux de rillettes aux clients. Les gens du marché le connaissaient comme un homme taciturne. Il parlait rarement, se contentant d'un bref sourire avant de repartir. Mais derrière son silence, beaucoup lui témoignaient de la sympathie. On voyait parfois Julien assis seul sur le porche de l'échoppe, fixant les bocaux de rillettes comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. À l'opposé, Claire, sa femme, avait une personnalité solaire. Elle avait grandi à Rennes, habituée à l'ambiance de la ville. Ses cheveux étaient teints en châtain clair, son pas était rapide, sa voix amicale saluait tout le monde. C'est elle qui avait eu la première idée de photographier le produit, de le poster sur les réseaux sociaux et de faire des lives à chaque nouvelle production. Grâce à Claire, les rillettes, initialement connues uniquement sur le petit marché, s'étaient retrouvées sur les tables des restaurants de Quimper et même de Brest. Claire apportait un nouveau souffle à l'entreprise familiale, redessinant les étiquettes, ajoutant un petit ruban pour un aspect plus luxueux. Elle avait également noué des partenariats avec des boutiques de souvenirs et même contacté de grands distributeurs à Rennes. Aux yeux du monde extérieur, Claire était la lumière au milieu de l'atmosphère morose de l'échoppe. Cependant, toute cette lumière semblait s'éteindre face à Madame Éléonore. Chaque fois que Claire entrait dans l'échoppe, les employés semblaient ravis. L'ambiance devenait plus vivante. Mais le regard de Madame Éléonore restait le même, calme mais rigide. Pas de commentaires, pas de remerciements. Comme si tout le travail acharné de Claire n'était que du vent. Claire avait tenté de s'approcher à plusieurs reprises. Elle avait dit à son mari « J'aimerais tellement apprendre à faire les rillettes directement avec ta mère, pour pouvoir l'aider un jour. » Mais la réponse de Madame Éléonore était toujours la même, courte et froide « Occupe-toi des ventes. Laisse-moi les rillettes. » Depuis, Claire n'insistait plus, mais la curiosité restait dans son regard. Chaque fois qu'elle passait dans le couloir de l'échoppe, elle jetait un œil à la porte de fer toujours verrouillée. C'était de là que provenait souvent la forte odeur des rillettes fraîches, mélangée à une odeur d'oignon et à quelque chose d'inconnu. La relation entre Claire et Julien était en fait harmonieuse. Julien aimait sa femme d'une manière tranquille. Il l'accompagnait souvent au marché ou restait avec elle pendant ses lives. Même s'il restait assis dans un coin sans parler, on le voyait parfois agité. Surtout lorsque Claire posait avec trop d'enthousiasme des questions sur le processus de fabrication. Julien savait qu'il y avait une limite qu'il ne devait pas franchir. Les employés de l'échoppe voyaient aussi la différence d'attitude de Madame Éléonore envers sa belle-fille. Ils chuchotaient que la mère n'avait jamais vraiment accepté Claire, même si elle ne l'avait jamais ouvertement rejetée. La relation était comme un fil mince étendu, pas cassé, mais jamais détendu. Une fois, Claire avait essayé d'apporter une petite caméra pour filmer l'ambiance de la production extérieure. Elle voulait faire une simple vidéo promotionnelle. Mais lorsque la lumière de la caméra s'est allumée, Madame Éléonore est soudainement apparue derrière elle. D'une voix basse mais claire, elle a dit « Toutes les choses ne sont pas bonnes à être montrées. » Claire s'est tue, puis a éteint la caméra. Depuis, elle n'a plus jamais essayé de filmer à l'intérieur de l'échoppe. Malgré cela, de l'extérieur, tout semblait bien se passer. Les ventes augmentaient, les clients étaient de plus en plus nombreux, et Claire devenait de plus en plus connue sur Internet. Beaucoup de femmes à Rennes suivaient ses diffusions, louant sa gentillesse. Mais à la maison, elle ressentait toujours cette froideur face à sa belle-mère. Chaque fois qu'ils dînaient ensemble, la conversation était brève. Julien essayait parfois de détendre l'atmosphère,
mais Madame Éléonore restait la plupart du temps silencieuse. La relation froide entre belle-mère et belle-fille, Claire veut connaître la recette secrète. Ce petit malaise s'est lentement transformé en interrogation dans l'esprit de Claire. Pourquoi Madame Éléonore gardait-elle si jalousement le secret des rillettes? Pourquoi la porte de l'atelier principal était-elle toujours verrouillée, et pourquoi chaque fois qu'elle posait une question, la réponse était-elle brève et met-elle fin à la conversation? Un après-midi, alors qu'une fine pluie tombait sur Concarneau, Claire s'est tenue longtemps devant cette porte de fer. Sa main a failli toucher la poignée, mais elle a entendu les pas de Madame Éléonore derrière elle. Avec un léger sourire, Madame Éléonore a seulement dit « N'oublie pas de fermer la fenêtre de la cuisine. » Le vent entre. Claire, surprise, s'est précipitée en arrière. Et depuis ce jour, elle était de plus en plus convaincue que quelque chose était caché derrière cette porte. Elle ne savait pas que cette curiosité la mènerait vers un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce jour-là, une fine pluie tombait depuis midi. Concarneau était enveloppé d'un ciel gris. L'odeur saline de la mer se mêlait à celle de la terre humide. Comme d'habitude, Claire est arrivée à l'échoppe, son sac en toile contenant son téléphone et un petit trépied. Elle venait de terminer un « live » sur le marché. Son visage était encore frais, bien que ses vêtements soient humides à cause de la bruine. Sa voix était joyeuse lorsqu'elle présentait les bocaux de rillettes à ses abonnés à l'écran. Comme d'habitude, elle a été accueillie par des sourires et des rires. Dans la partie avant de l'échoppe, quelques employés organisaient les commandes. Les rillettes étaient soigneusement emballées dans du plastique transparent, recouvertes de papier doré, puis placées dans des cartons. Claire se tenait à côté, aidant parfois, plaisantant parfois avec un jeune employé. Sa présence égayait toujours l'atmosphère. Personne ne savait que c'était la dernière fois qu'il verrait son sourire. Le soir, alors que les autres employés étaient partis, Claire était toujours à l'échoppe. Elle avait dit vouloir attendre Julien, qui livrait une commande à Quimper. Un voisin l'avait vu se tenir devant la porte de l'échoppe, téléphonant à quelqu'un. Après cela, personne ne l'a revu sortir. Le lendemain matin, le groupe de messagerie des clients en ligne était soudainement silencieux. Le compte de Claire sur les réseaux sociaux, habituellement animé par des publications promotionnelles, était inactif. Les messages s'accumulaient. Les questions des clients restaient sans réponse. Certains pensaient qu'elle était malade ou qu'elle se reposait. Mais les jours passaient, et ce silence devenait de plus en plus étrange. Son numéro de téléphone n'était pas joignable. Toujours éteint. Lorsqu'un employé a osé demander à Madame Éléonore, la réponse fut calme. Claire est retournée dans sa famille. Sa mère est malade. Ne vous inquiétez pas. La réponse semblait plausible, mais elle a lentement fait naître des doutes. La famille de Claire à Rennes a été surprise d'apprendre la nouvelle. Sa mère était en parfaite santé, personne n'était gravement malade. Eux-mêmes n'avaient reçu aucune nouvelle de Claire. Julien semblait de plus en plus morose. Il parlait rarement. Ses yeux fixaient souvent le sol. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa femme, il répondait brièvement « Claire va bien ». Mais ses lèvres étaient sèches, ses mains tremblaient, comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait exprimer. Pendant ce temps, l'activité de l'échoppe se portait mieux que jamais. Madame Éléonore s'occupait désormais directement des ventes. Elle contactait les gros clients, organisait les livraisons, et allait même parfois livrer elle-même les commandes. Étrangement, malgré l'absence de Claire, les ventes ne baissaient pas, au contraire, la demande augmentait. Les rillettes de l'échoppe étaient de plus en plus prisées. Les employés se mirent à chuchoter. Pourquoi, depuis la disparition de Claire, le goût des rillettes était-il encore meilleur qu'avant? Certains disaient que la texture était plus douce, d'autres que l'arôme était plus profond. Un jeune employé a même plaisanté, le visage pâle, le goût des rillettes maintenant. C'est comme si elles contenaient quelque chose qui rend les gens accros. Personne n'a ri à sa blague. Le bruit de la machine à minuit, une odeur étrange, et les soupçons commencent à grandir. Tous restèrent silencieux. Seul le bruit du broyeur provenant de la pièce verrouillée résonnait. Monsieur Dubois, le vieux voisin, sentait aussi que quelque chose n'allait pas. Quelques nuits après la disparition de Claire, il a entendu la machine fonctionner plus longtemps que d'habitude. Une odeur âcre, semblable à celle d'un antiseptique, s'infiltrait par les fentes de la fenêtre de sa maison. Il voulut protester, mais ses pas s'arrêtèrent chaque fois qu'il se souvenait du regard froid de Madame Éléonore. Une semaine entière sans nouvelles. Claire semblait s'être volatilisée. Pas de message, pas d'appel, aucun signe de vie. Les gens commençaient à s'inquiéter. Certains clients fidèles ont essayé de contacter Julien, mais il se renfermait de plus en plus.
Les employés de l'échoppe n'osaient pas non plus poser plus de questions. Au marché de Concarneau, les femmes qui avaient l'habitude de saluer Claire commençaient à s'interroger. Une de ses amies proches a déclaré que 2 jours avant sa disparition, Claire avait prévu de fêter son anniversaire dans un petit restaurant près de la plage. Ce projet n'a jamais été réalisé. Le silence s'est transformé en peur. Comme s'il y avait un voile mince recouvrant la réalité, et tout le monde choisissait de faire semblant de ne pas voir. Les rillettes continuaient d'être produites. Bocal après bocal sortait de la porte de l'échoppe. De l'extérieur, cela ressemblait à un succès. Mais dans le cœur des gens qui avaient connu Claire, il y avait un vide difficile à expliquer. À Concarneau, la nouvelle de la disparition d'une jeune femme amicale aurait dû susciter une grande attention. Mais étrangement, cette fois, tout le monde semblait se taire. Seulement des chuchotements dans les coins du marché, seulement des regards méfiants des voisins. Seulement des prières silencieuses de la famille qui ne savait pas où chercher. Et derrière tout cela, la porte de fer de l'atelier restait fermée à double tour, gardant un secret qui, de jour en jour, devenait de plus en plus effrayant. Les jours passaient sans la présence de Claire. Une semaine est devenue 2 semaines, puis un 2e mois commençait. Les gens commençaient à s'habituer à son absence, même s'ils gardaient une interrogation au fond de leur cœur. Au marché, les clients qui discutaient chaleureusement avec elle demandaient maintenant seulement d'une voix faible, des nouvelles de Claire. Et la réponse était toujours la même, elle est chez elle, elle s'occupe de sa mère. Cependant, derrière cette réponse, il y avait de nombreuses incohérences. Le téléphone de Claire restait éteint. Son compte sur les réseaux sociaux n'était plus jamais actif. Aucune lettre ni message n'était parvenue à sa famille à Rennes. Et le plus frappant, c'est que chaque fois que quelqu'un osait poser des questions plus précises, le visage de Madame Éléonore restait calme. Elle répondait juste ce qu'il fallait, puis passait à un autre sujet. Julien s'enfonçait de plus en plus dans le silence. Il ne livrait plus les commandes tous les jours. Ce travail était désormais largement repris par sa mère. On voyait souvent Julien assis dans le petit entrepôt derrière l'échoppe, fixant le mur de ciment. Parfois, il apportait sa vieille guitare, mais il en jouait rarement. Les cordes étaient poussiéreuses, le son de la musique avait disparu en même temps que son sourire. Les employés aussi ressentaient le changement. Autrefois, lors des lives, ils étaient heureux car l'ambiance était vivante. Maintenant, l'échoppe semblait froide. Les machines tournaient toujours. Les bocaux de rillettes étaient toujours bien alignés. Mais il n'y avait pas de rire. L'odeur parfumée des rillettes était maintenant oppressante, comme si elle gardait un secret. Quelques employés ont commencé à parler des choses étranges qu'ils avaient vécues. Un jeune homme nommé Jacques a dit qu'il entendait souvent le broyeur fonctionner au milieu de la nuit, alors qu'il n'y avait pas de production prévue. Il avait aussi vu une lumière s'allumer derrière la porte de fer verrouillée. Interrogée, Madame Éléonore avait répondu brièvement qu'elle préparait une grosse commande. Une femme nommée Sylvie a avoué avoir senti une odeur âcre, comme un médicament d'hôpital mélangé à l'arôme des rillettes. Cette odeur lui donnait la nausée. Mais lorsqu'elle a fait part de sa plainte, Madame Éléonore l'a seulement regardée avec des yeux perçants avant de dire « Si tu ne supportes pas, tu peux partir ». Sylvie s'est tue, même si son cœur était bouleversé. Pendant ce temps, les ventes augmentaient de façon spectaculaire. Les grands restaurants de Quimper commandaient en grande quantité. Il y avait même des demandes de Paris. Les gens disaient que les rillettes de cette échoppe avaient un goût unique, inoubliable. Ils les appelaient les « rillettes magiques », une bouchée et on en voulait encore. Ce phénomène rendait l'échoppe de plus en plus occupée, mais aussi de plus en plus fermée. Monsieur Dubois, le vieux voisin dont la maison n'était qu'à 2 ruelles, devenait de plus en plus méfiant. Une nuit, il est passé derrière l'échoppe. Par la fente de ventilation, il a entendu un bruit, comme si on traînait quelque chose de lourd. Puis il a entendu le bruit d'eau abondante, comme si on lavait quelque chose. Une odeur nauséabonde lui est montée au nez, lui donnant la nausée. Il a voulu frapper à la porte, mais ses pas étaient lourds. Comme si une ombre le retenait. Il est rentré chez lui, la poitrine serrée, et n'a plus jamais osé s'approcher. Julien lui-même vivait un dilemme. Il savait que quelque chose n'allait pas, surtout depuis la disparition de Claire. Mais chaque fois qu'il essayait d'interroger sa mère, la réponse était froide. « Ne te mêle pas de ça. » Julien baissait la tête, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Plusieurs fois, les employés l'ont vu se tenir longtemps devant la porte de fer. Sa main frôlait la poignée, mais il reculait toujours lorsque les pas de sa mère se faisaient entendre. Au milieu de toutes ces étrangetés, l'échoppe continuait de fonctionner comme d'habitude. Les camionnettes de livraison allaient et venaient. Les clients louaient le goût des rillettes.
L'argent coulait à flot. De l'extérieur, tout semblait être un succès, mais de l'intérieur, il y avait une peur indescriptible. Les gens commençaient à chuchoter au marché. La disparition de Claire avait-elle un lien avec les rillettes de plus en plus populaires? Certains en riaient, pensant que ce n'était que des commérages. Mais d'autres se taisaient, choisissant de ne plus en acheter, bien qu'ils aient peur de le dire ouvertement. Madame Éléonore continuait de marcher d'un pas assuré. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son visage sans expression. Chaque fois qu'elle passait devant les employés, il baissait automatiquement la tête. Personne n'osait soutenir son regard trop longtemps. Il y avait une force invisible dans sa silhouette qui donnait aux gens l'impression d'être petits. Et derrière la porte de fer toujours verrouillée, le secret s'épaississait. La machine tournait sans arrêt. L'odeur étrange se faisait de plus en plus fréquente, et l'ombre de Claire semblait coller au mur de l'échoppe. Chaque nuit, Julien entendait un son faible. Était-ce dans son esprit ou de l'autre côté du mur? Comme la voix de sa femme qui l'appelait, faiblement, noyée par le grondement de la machine. Le silence s'était maintenant transformé en une terreur muette. Personne n'osait plus poser de questions, mais tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre que de simples rillettes de crevettes. Julien est de plus en plus morose. Les employés chuchotent à propos de bruit et de lumière mystérieuse provenant de la pièce verrouillée. Les nuits à Concarneau devenaient de plus en plus longues pour les employés de l'échoppe. Le bruit de la machine, qu'on n'entendait habituellement que le jour, résonnait souvent jusqu'au milieu de la nuit. Pour les habitants du quartier, ce son ressemblait à un gémissement métallique traîné, mélangé à un bourdonnement électrique grave. Jacques, le jeune homme souvent chargé de soulever les sacs de crevettes, rentrait tard un soir. Il est passé par la ruelle derrière l'échoppe et a vu une faible lumière filtrer à travers la fente de la porte de fer. La curiosité l'a poussé à s'approcher. Par la petite fente, il a vu l'ombre de quelqu'un en train de frotter quelque chose sur une grosse machine. De l'eau giclait abondamment, éclaboussant le mur, laissant une trace rougeâtre. Jacques, choqué, a immédiatement reculé, mais son pied a heurté une boîte de conserve vide. Le bruit métallique a fait s'arrêter l'ombre à l'intérieur. Il a retenu son souffle, puis a couru aussi vite qu'il le pouvait. Le lendemain, Jacques travaillait comme d'habitude. Mais lorsqu'il a regardé Madame Éléonore, la femme lui a juste souri légèrement. Pas de colère, pas de questions, juste un regard qui semblait tout savoir. Ce regard a fait trembler Jacques tout au long de la journée. L'odeur devenait aussi de plus en plus étrange. Sylvie, l'employée à l'emballage, s'était sentie plusieurs fois prise de vertige en ouvrant les bocaux. Elle sentait un arôme puissant, semblable à celui d'un médicament d'hôpital, mélangé à une odeur de cheveux brûlés. Une fois, elle a dit à Julien à voix basse, « Ces rillettes ont quelque chose de différent, monsieur Julien. » Julien s'est retourné, les yeux rouges, mais il a seulement répondu, « Ne parle pas trop, continue de travailler. » L'atmosphère à l'intérieur de l'échoppe a changé. Il n'y avait plus de rire, seulement le bruit des machines et le frottement du métal. Les employés travaillaient en silence. Leurs regards se croisaient souvent, pleins d'anxiété. Ils savaient tous que quelque chose n'était pas normal, mais personne n'osait demander. Un matin, un nouvel employé nommé Alain n'est soudainement pas venu travailler. Il n'était là que depuis une semaine, encore naïf, posant souvent des questions. La veille au soir, on l'avait vu aider à porter des sacs dans la pièce intérieure. Le matin, son lit au dortoir était vide. Interrogée, Madame Éléonore a répondu sèchement, « Il ne se plaisait pas ici. Il est rentré chez lui. » Pas plus d'explications. Les affaires d'Alain avaient également disparu. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Les chuchotements se sont intensifiés. Certains employés croyaient qu'Alain était parti de son plein gré, mais d'autres étaient convaincus que quelque chose s'était passé. Sylvie a même pleuré en silence dans un coin de la cuisine, terrifiée à chaque fois qu'elle passait devant cette porte de fer. Monsieur Dubois, le vieux voisin, était de plus en plus agité. Plusieurs fois, il a fait des cauchemars où il voyait une jeune femme aux cheveux châtains debout devant l'échoppe. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient sans émettre de son. À son réveil, il sentait encore l'odeur âcre portée par le vent nocturne. Il commençait à se demander si c'était l'esprit de Claire qui n'était pas en paix. Pendant ce temps, les rillettes de l'échoppe étaient de plus en plus demandées. Des clients de Paris étaient même prêts à payer plus cher pour les obtenir. Ils disaient que le goût était de plus en plus fort, de plus en plus addictif. Le propriétaire d'un restaurant a déclaré lors d'un événement, « Ces rillettes ont une saveur inexplicable, comme quelque chose qui reste collé à la langue et à la mémoire. » Chaque fois qu'elle entendait ces éloges, Madame Éléonore se contentait de sourire légèrement. Ses mains restaient occupées à noter les commandes,
comme si tout était normal. Mais derrière son sourire, il y avait une ombre sombre qui donnait la chair de poule à quiconque la regardait trop longtemps. Julien s'enfonçait de plus en plus. Il sortait rarement de chez lui, parlait peu, mangeait à peine. Parfois, les employés le voyaient se tenir longtemps devant la porte de fer. Ses mains serraient sa vieille guitare, son visage était vide. Certains l'ont même vu essuyer des larmes lorsque l'arôme des rillettes devenait trop fort. Pour les employés, les shops n'étaient plus un lieu de travail, mais une sorte de prison. Ils travaillaient par peur de perdre leur gagne-pain, mais chaque jour, ils avaient l'impression de marcher sur un terrain fragile. Personne ne savait quand le secret derrière la porte de fer serait révélé, ou quand ils pourraient eux-mêmes faire partie de ce secret. Les nuits suivantes, le bruit de la machine est devenu plus fort, l'odeur plus piquante, et la peur est devenue une habitude. Tout le monde essayait de fermer les yeux, comme si en prétendant ne rien savoir, rien ne leur arriverait. Mais les chuchotements n'ont jamais vraiment disparu. Tout le monde était conscient que depuis la disparition de Claire, les shops de rillettes n'étaient plus seulement un lieu de production. Elle était devenue quelque chose d'autre. Quelque chose de plus sombre qu'un simple atelier de cuisine. Antoine, le chauffeur-livreur, observe Madame Éléonore nettoyer étrangement le broyeur. Le phénomène des rillettes de Concarneau commençait à s'étendre au-delà de la ville. Si elle n'était connue que sur le marché local auparavant, ces petits bocaux apparaissaient désormais sur les tables des restaurants de Quimper, Brest et Paris. Les gens en parlaient sur les réseaux sociaux, les qualifiant de rillettes les plus délicieuses jamais goûtées. Dans un café à Rennes, un blogueur culinaire les a goûtées en direct. Après une bouchée, son visage a changé. Il a dit d'une voix tremblante, « Ce n'est pas comme des rillettes normales. Il y a du sucré, du salé, mais aussi quelque chose de profond qui colle au palais et ne disparaît pas, même en buvant de l'eau. » Les spectateurs étaient captivés, les commentaires affluaient, faisant grimper les commandes en flèche. Une mère de famille à Paris a raconté qu'après avoir mangé ses rillettes, elle s'était mise à pleurer sans raison. Ses yeux étaient humides, sa poitrine serrée, mais ses mains continuaient de porter les rillettes à sa bouche. Elle a dit, « Je ne sais pas pourquoi, il y a un goût qui me fait penser à quelqu'un qui est parti. » Une expérience similaire a été vécue par un étudiant à Brest. Il était habituellement végétarien, mais en goûtant ses rillettes, il n'a pas pu s'arrêter. Cette nuit-là, il a fait un rêve étrange. Dans son rêve, il voyait de longs cheveux étalés sur la table, mélangés aux fibres des rillettes. Il s'est réveillé en sueur, mais étrangement, il avait toujours envie d'en manger. Des histoires comme celle-ci se sont propagées rapidement. Les gens ont commencé à appeler les rillettes de Concarneau la nourriture au goût magique. Certains l'associaient aux prières des ancêtres. D'autres pensaient que c'était une recette ancienne détenue uniquement par une certaine famille. Mais plus les gens posaient de questions, moins les réponses étaient claires. À l'échoppe, Madame Éléonore continuait de travailler calmement. Son sourire était léger. Son regard profond. Chaque fois qu'elle entendait un client faire des éloges, elle se contentait de hocher la tête. Comme si elle le savait depuis le début. Julien était de plus en plus morose, mais n'osait pas parler. Les employés aussi entendaient ces histoires étranges. Sylvie, qui avait eu des vertiges à cause de l'odeur, a un jour goûté sans faire exprès un peu de rillettes qui étaient tombées. La nuit, elle a rêvé que son corps était couvert de fibres rouges qui poussaient hors de sa peau. Elle a crié dans son sommeil, réveillant sa colocataire. Le lendemain matin, elle était pâle et effrayée. Mais étrangement, sa langue désirait encore goûter ses rillettes. Le phénomène a même fait l'objet d'un reportage local. Une chaîne de télévision a filmé la petite échoppe de Concarneau, montrant la longue file de personnes attendant d'acheter. Le journaliste a demandé à Madame Éléonore le secret du goût des rillettes. Avec un léger sourire, elle a répondu brièvement, « Seulement des crevettes fraîches et une recette de famille. Rien de plus. » Cette réponse simple n'a fait qu'attiser la curiosité. Mais derrière les éloges, d'autres chuchotements ont émergé. Certaines personnes se demandaient si les rillettes contenaient une substance addictive. D'autres supposaient qu'elles étaient mélangées à des produits chimiques. Un médecin de Quimper a déclaré avoir reçu des patients se plaignant de vertiges et de nausées après avoir mangé trop de ces rillettes. Mais lors des examens, les résultats de laboratoire n'ont rien montré. Pendant ce temps, les clients continuaient d'affluer à l'échoppe. Les camionnettes de livraison partaient chaque jour, transportant des centaines de bocaux vers différentes villes. L'argent coulait à flot. Les employés étaient de plus en plus occupés. Mais au milieu de cette agitation, la peur ne disparaissait jamais. Monsieur Dubois, le vieux voisin, était de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas. Il voyait les visages des gens qui sortaient de l'échoppe avec leurs bocaux. Leurs yeux brillaient comme s'ils transportaient un trésor.
Il s'est murmuré à lui-même. La nourriture ne devrait pas rendre les gens comme ça. Il y a quelque chose de plus sombre là-dedans. Et les nuits à Concarneau étaient de plus en plus remplies de chuchotements. Les gens se demandaient dans leur cœur, est-ce que ce qu'ils mangent, ce sont vraiment des rillettes de crevettes ou quelque chose d'autre? Quelque chose qui n'aurait jamais dû se retrouver sur la table des humains. Un bocal de rillettes se brise, Antoine découvre quelque chose qui ressemble à un os humain. Un matin, une cliente régulière nommée Madame Fournier est arrivée en hâte à l'échoppe. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, tenant un bocal de rillettes qu'elle avait acheté la semaine précédente. Elle a dit d'une voix tremblante, en ouvrant ce bocal, il y avait une odeur étrange, pas seulement celle des crevettes. Puis elle a montré un petit objet qu'elle avait trouvé à l'intérieur. L'objet semblait dur, d'une couleur jaunâtre pâle, de la taille d'un grain de maïs. En y regardant de plus près, il y avait de fines stries, comme une articulation. Madame Fournier a dit faiblement. Je pensais que c'était une arête de poisson, mais plus je la regarde, plus j'ai peur. Madame Éléonore a immédiatement saisi le bocal. Ses yeux étaient calmes, puis elle a répondu, ce n'est que du cartilage de crevette, ne vous inquiétez pas. Sa voix était plate, ne laissant aucune place à la contestation. Madame Fournier s'est tue, puis est repartie d'un pas chancelant. Mais cet incident a laissé une inquiétude parmi les employés. Ils se chuchotaient, se demandant si c'était vraiment du cartilage de crevette ou autre chose. Quelques jours plus tard, un jeune employé nommé Luc nettoyait les restes de rillettes qui étaient tombés. Il sentit quelque chose de dur sous ses doigts. En l'observant, il s'agissait d'un petit morceau ressemblant à un ongle fin et courbé. Son visage devint blême. Il le cacha précipitamment dans sa poche. Mais du coin de la pièce, Madame Éléonore se tenait là et l'observait. Son sourire était léger, ses yeux perçants. Luc tremblait, puis fit semblant de continuer son travail. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Il a touché à plusieurs reprises le petit objet dans sa poche, avant de finalement le jeter dans le port avec un sentiment de culpabilité. Des histoires comme celle-ci devenaient de plus en plus fréquentes. Il y avait des clients qui se plaignaient que les nouvelles rillettes avaient un arôme trop fort. D'autres disaient que le goût semblait mélangé à quelque chose d'inconnu. Mais étrangement, tout le monde continuait d'acheter. C'était justement ce goût étrange qui les rendait de plus en plus accros. Dans les maisons autour de Concarneau, les jeunes enfants commençaient à réclamer des rillettes à chaque repas. Il y avait un garçon qui refusait même de manger sans ses rillettes. Sa mère était désemparée, mais n'osait pas le lui interdire, car l'enfant pleurait bruyamment chaque fois que les rillettes étaient finies. Monsieur Dubois, le vieux voisin, était de plus en plus agité. Il avait entendu parler de morceaux d'os étranges, d'odeurs âcres et d'enfants dépendants. Il a essayé de conseiller à quelques voisins d'arrêter d'en acheter, mais la réponse était toujours la même. C'est trop bon, on ne peut pas s'arrêter. Monsieur Dubois ne pouvait que soupirer longuement, se sentant seul dans ses soupçons. À l'échoppe, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Les employés travaillaient en silence. Chaque pas semblait surveillé. L'odeur étrange apparaissait de plus en plus souvent. Surtout chaque fois que la grosse machine était allumée. Parfois, ils sentaient une odeur de métal chaud. Parfois, une odeur de cheveux brûlés mélangée à l'arôme des crevettes. Julien s'enfonçait de plus en plus dans sa tristesse. Il parlait rarement, sortait peu. Plusieurs fois, les employés l'ont vu assis longtemps devant la porte de fer. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Quelqu'un a dit l'avoir vu verser des larmes en entendant le bruit de la machine derrière la porte. Madame Éléonore continuait de marcher d'un pas calme. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son visage sans expression. Chaque fois qu'il y avait une plainte d'un client ou d'un employé, elle répondait toujours brièvement « Il n'y a rien d'étrange, c'est juste la recette de famille ». Et chaque fois qu'elle disait cela, tout le monde se taisait, n'osant pas poser plus de questions. Mais le secret devenait de plus en plus difficile à cacher. Des morceaux d'os, de petits ongles, des odeurs étranges et un goût trop puissant commençaient à former une histoire sombre parmi les chuchotements de la communauté. Les gens commençaient à se demander, ces rillettes de crevettes viennent-elles vraiment seulement de la mer, ou y a-t-il quelque chose de la terre qui s'y est dissous? Et chaque nuit, le bruit de la machine derrière la porte de fer continuait de bourdonner, avalant les réponses qui n'étaient jamais prononcées. Antoine rédige une lettre anonyme à la police, déclenchant une enquête secrète. Antoine, le chauffeur-livreur qui travaillait à l'échoppe de rillettes depuis 2 ans, était connu comme un homme simple. Il parlait peu, se concentrant uniquement sur sa tâche de livrer les marchandises à Quimper ou à Brest. Cette nuit-là, une pluie battante s'abattait sur la route. Il devait partir plus tard que d'habitude à cause d'une commande soudaine pour un grand restaurant. Dans la cour de l'échoppe,
quelques employés préparaient les cartons remplis de bocaux de rillettes. Antoine aidait à les soulever. Ses mains étaient glissantes à cause de la pluie. Soudain, l'un des cartons lui a échappé des mains et est tombé lourdement sur le sol en ciment. Le bruit du verre brisé a résonné. Tout le monde s'est tu. Madame Éléonore est sortie de la pièce intérieure d'un pas rapide. Son visage était toujours plat, mais son regard était perçant. Elle a dit brièvement « Faites attention, ne les cassez pas ». Tout le monde s'est mis à ramasser les bocaux cassés. Antoine s'est accroupi, les mains couvertes de rillettes rouges et douces éparpillées sur le sol. Alors qu'il s'apprêtait à nettoyer, ses doigts ont touché quelque chose de dur. Il a tâtonné doucement, puis l'a soulevé. Un petit objet blanc jaunâtre, de forme cylindrique courte avec une extrémité légèrement incurvée. Il y avait de fines stries, comme une articulation. Le cœur d'Antoine s'est emballé. Il connaissait très bien cette forme. Il y a quelques années, avant de devenir chauffeur, il avait travaillé dans un hôpital comme agent d'entretien à la morgue. Ses yeux étaient habitués à voir des fragments d'os humains. Et ce qu'il tenait dans sa main, il en était certain, c'était une phalange de petits doigts. Antoine a retenu son souffle. Il a rapidement serré l'objet et l'a caché dans la paume de sa main. Il a fait semblant de continuer à nettoyer les rillettes éparpillées. De loin, il pouvait sentir le regard de Madame Éléonore planté dans son dos. Une fois tout terminé, il est monté dans sa camionnette, les mains toujours tremblantes. La pluie battante masquait le pare-brise. Les essuie-glaces grinçaient d'avant en arrière. Il conduisait lentement, longeant la route étroite vers la ville. Mais son esprit n'était pas tranquille. Le petit objet dans sa poche semblait chaud, comme s'il lui brûlait la peau. Au milieu du trajet, Antoine s'est arrêté sur le bord d'une route déserte. Il a coupé le moteur, a pris une profonde inspiration, puis a ouvert sa main. Sous la lumière de la cabine, l'objet était clairement visible. Une phalange de doigts humains, propre, lisse, comme si elle avait été bouillie, l'extrémité montrant encore des traces d'articulation. Antoine a failli vomir. Il a fermé les yeux, mais l'image du visage de Claire lui est apparue. Le sourire chaleureux de la jeune femme la dernière fois qu'il l'avait vue, en train d'arranger les bocaux pour son live. Depuis, Claire avait disparu sans laisser de traces. Antoine sentit sa gorge se serrer. Il réalisa que ce qu'il avait trouvé n'était pas un simple accident. Il y avait quelque chose d'horrible caché derrière les rillettes qu'il transportait depuis tout ce temps dans différentes villes. Des centaines de bocaux qu'il avait livrés. Des milliers de personnes qui les avaient mangés. Et peut-être que dans chaque bouchée, il y avait une partie de quelqu'un qui avait vécu. Antoine a redémarré le moteur, mais ses mains tremblaient toujours. Il avait l'impression de transporter non seulement de la nourriture, mais un secret sanglant qui le piégeait sans issue. Cette nuit-là, il n'est pas rentré directement chez lui. Après avoir livré la marchandise, il s'est arrêté dans sa petite chambre de location près du marché. Sur la table en bois fragile, il a posé le petit os, l'enveloppant dans 3 couches de plastique transparent. Ses yeux ne le quittaient pas, comme si l'objet était vivant et le surveillait. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Il savait que s'il se taisait, ce secret serait enterré pour toujours. Mais s'il parlait, sa propre vie pourrait être en jeu. Dehors, la pluie tombait toujours avec force, frappant le toit en tôle de sa chambre comme un rythme de mort. Antoine était assis, courbé, fixant le plastique transparent qui contenait la preuve. Il s'est murmuré à voix basse, « Je dois le dire. Sinon, Claire, ou qui que ce soit d'autre qui a disparu, n'obtiendra jamais la vérité. » Cette nuit-là, après avoir longuement regardé la petite phalange qu'il avait trouvée, Antoine sentit son esprit tourner en rond. Il ne pouvait pas dormir. Le bruit de la pluie frappant le toit en tôle de sa chambre ne faisait qu'augmenter son agitation. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image du visage de Claire apparaissait, suivie de chuchotements vagues de ses souvenirs, lorsqu'il voyait la grosse machine de l'échoppe tourner la nuit. Il savait que s'il parlait sans preuve, personne ne le croirait. Madame Éléonore était trop respectée, ses rillettes trop adulées. Qui écouterait un simple chauffeur-livreur comme lui? Il a donc décidé d'écrire son témoignage, les mains tremblantes. Il a pris une feuille de papier dans un cahier d'école de son fils, encore rangé dans l'armoire. Il a commencé à écrire lentement, « Je m'appelle Antoine. Je travaille comme chauffeur à l'échoppe de rillettes de Madame Éléonore. J'écris ceci parce que j'ai peur que quelque chose m'arrive. J'ai trouvé ce que je crois être un os humain dans les rillettes. J'ai aussi vu du sang être nettoyé sur le broyeur. Une nuit, je soupçonne que des gens ont disparu, y compris Claire, la belle-fille de Madame Éléonore. Si cette lettre parvient à la police, cela signifie que je ne suis plus là. » L'encre du stylo coulait sur le papier,
mélangée à la sueur froide qui perlait de son front. Il a plié la lettre avec soin, puis l'a glissée sous une lame du plancher de sa chambre. Après cela, il a mis la phalange dans un petit sac en plastique et l'a rangée dans une vieille boîte à café. Puis il l'a refermée hermétiquement. Le lendemain, il a continué à travailler comme d'habitude. Il a démarré la camionnette, livré les commandes, salué les clients avec un visage aimable. Mais derrière ce sourire, son cœur battait à tout rompre. Chaque fois qu'il croisait le regard de Madame Éléonore, c'était comme si la femme pouvait lire dans ses pensées. Chaque fois qu'ils se croisaient, Antoine sentait un frisson glacial lui parcourir le dos. Il savait qu'il ne pouvait pas signaler cela ouvertement. Si Madame Éléonore l'apprenait, sa vie pourrait être en jeu. Il a donc cherché un moyen. Ce soir-là, il est allé au bistrot près de la gare routière et a fait semblant d'écrire une adresse de livraison dans un carnet. En réalité, il recopiait le contenu de sa lettre de témoignage sur un petit bout de papier. Quelques jours plus tard, lors d'une livraison à Quimper, il s'est arrêté près du commissariat. D'un pas rapide, il a glissé la petite lettre dans la boîte aux lettres située devant l'entrée. Ses mains tremblaient, mais il ressentait un léger soulagement. Au moins, il y avait maintenant une piste qui pouvait mener à la vérité. Mais il n'était pas totalement soulagé. Chaque nuit, la peur continuait de le hanter. Il se réveillait souvent à cause de cauchemars. Dans ses rêves, il voyait Claire debout devant sa camionnette. Son visage était pâle, ses mains couvertes de fibres de rillettes rouges. Claire ne parlait pas, elle le regardait seulement avec des yeux humides. À l'échoppe, l'atmosphère devenait de plus en plus effrayante. La machine tournait plus souvent. L'odeur étrange était plus forte. D'autres employés commençaient aussi à s'inquiéter. Sylvie a dit qu'elle avait entendu des pleurs étouffés derrière la porte de fer, alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur à part Madame Éléonore. Luc, le jeune homme qui avait trouvé le morceau d'ongle, a choisi d'arrêter de travailler en prétextant être malade. Depuis, on ne l'a plus jamais revu au village. Quelque chose de grand et de sombre se préparait derrière cette porte. Et s'il n'agissait pas rapidement, il y aurait plus de disparus. Cette nuit-là, il s'est assis dans sa chambre, fixant la boîte à café contenant le petit os. D'une voix chuchotante, il a dit « Je promets de dire la vérité, même si ma propre vie est en jeu. » Dehors, le vent marin apportait l'odeur saline mélangée à une odeur de métal. Concarneau était plongé dans le silence. Pendant ce temps, derrière la porte de fer de la petite échoppe, le broyeur continuait de bourdonner, gardant un secret de plus en plus difficile à dissimuler. La police se déguise en inspecteur, commence à enquêter sur l'échoppe de rillettes. À Quimper, un commissariat était en pleine effervescence matinale, avec des dossiers empilés. Un agent du courrier a apporté une pile de lettres et l'a déposée sur le bureau de la réception. Parmi les dizaines d'enveloppes ordinaires, une a attiré l'attention d'un jeune enquêteur nommé Inspecteur Martin. La lettre n'avait pas d'expéditeur, seulement une écriture hâtive sur l'enveloppe, pour celui qui ose chercher la vérité. L'inspecteur Martin l'ouvrit lentement, ses yeux se plissant en lisant le contenu manuscrit aux traits tremblants. La lettre parlait des célèbres rillettes de crevettes de Concarneau, qui étaient peut-être mélangées avec de la chair humaine. Il lisait mot à mot, le cœur battant. Des noms étaient mentionnés vaguement. Il y avait une description du broyeur, des odeurs étranges, et d'une femme nommée Claire qui avait disparu sans laisser de traces. Au début, il pensa que ce n'était qu'une blague ou une calomnie d'un concurrent. Cependant, la dernière phrase le fit tressaillir, « J'ai trouvé un os humain dans les rillettes. Je le garde. Si cette lettre arrive, cela signifie que ma vie est en danger. » L'inspecteur Martin déglutit. Il savait que cette affaire ne pouvait pas être prise à la légère. Il en a informé son supérieur, le commissaire Durand, un officier expérimenté et réputé pour sa fermeté. Le commissaire a lu rapidement, puis a hoché lentement la tête. Nous ne devons pas être téméraires. Si c'est vrai, c'est une affaire énorme. Si c'est faux, cela pourrait être une calomnie qui détruirait la réputation de quelqu'un. Ils ont décidé de former une petite équipe pour mener une enquête secrète. Pas d'ordre de mission officiel, seulement un ordre verbal. 2 enquêteurs ont été envoyés à Concarneau, sous couverture d'agents de santé effectuant une enquête sur la sécurité alimentaire. Ils ont commencé à observer l'échoppe de Madame Éléonore de loin, notant qui entrait et sortait, combien de fois la machine tournait, et quand les livraisons étaient effectuées. De son côté, Antoine vivait ses journées avec des sentiments mitigés. Un peu de soulagement parce que la lettre avait été envoyée, mais aussi une anxiété croissante. Il sentait qu'il était constamment surveillé. Parfois, lorsqu'il était assis au bistrot, il voyait quelqu'un l'observer de l'autre côté de la rue. Parfois,
Lors des livraisons, il entendait un scooter le suivre de près pendant un long moment avant de disparaître. Un soir, en rentrant dans sa chambre, il a trouvé la porte légèrement entr'ouverte. Il était sûr de l'avoir verrouillée avant de partir. Son cœur s'est emballé. D'un pas prudent, il est entré. Rien n'avait disparu. Mais la lame de plancher où il avait caché la première lettre semblait légèrement déplacée. Il a immédiatement vérifié la boîte à café contenant l'os. Elle était toujours là, mais la position du plastique n'était pas la même. Antoine étouffa un cri. Cela signifiait que quelqu'un savait, ou du moins se doutait de quelque chose. Il a refermé le tout, puis s'est assis longuement sur le sol, le regard vide. Une voix lui souffla, « Je dois être plus rapide. Sinon, c'est moi qui disparaîtrai. » Pendant ce temps, à l'échoppe, Madame Éléonore ne montrait aucun signe de suspicion. Elle continuait de sourire aimablement aux acheteurs, de donner des instructions fermes aux employés. Cependant, certains trouvaient que son regard était de plus en plus perçant. Comme si elle savait déjà qui osait la défier. Un matin, Antoine a été appelé à l'arrière par Léa, une autre employée. La femme semblait pâle. Elle a chuchoté rapidement, « J'ai entendu des rumeurs. Madame Éléonore a dit qu'il y avait un rat parmi nous. Un rat qui va causer du tort à tout le monde. Fais attention, Antoine. » Antoine s'est contenté de hocher la tête, bien que son cœur batte la chamade. Il savait que le rat, c'était lui. À Quimper, l'équipe d'enquêteurs a obtenu de nouvelles informations. Ils ont trouvé un rapport de personnes disparues à Concarneau qui n'avait jamais été résolu. L'une d'elles s'appelait Hélène, une travailleuse à temps partiel à l'échoppe de Riette. Selon sa famille, Hélène n'était jamais rentrée chez elle depuis 3 mois. Un rapport avait été fait, mais il n'y avait eu aucune suite. Tout cela commençait à être lié à la lettre anonyme. Le commissaire Durand a réalisé que l'affaire était plus profonde qu'il ne le pensait. Il a ordonné à l'équipe de trouver immédiatement des preuves physiques, en particulier l'os mentionné dans la lettre. Mais le problème était qu'il n'y avait pas d'adresse claire de l'expéditeur. Il savait seulement qu'il s'agissait d'un certain Antoine, un chauffeur-livreur. Cette nuit-là, dans sa modeste chambre, Antoine écrivit à nouveau. Il a copié tout ce qu'il savait dans un nouveau carnet. Il a écrit sur l'odeur étrange, sur le sang sur la machine, sur la disparition de Claire et d'Hélène. Il a même dessiné grossièrement la forme du broyeur qu'il avait vu. Lorsque son stylo s'est arrêté, il a regardé par la fenêtre. Le vent marin apportait le bruit des vagues mélangées au son de la machine au loin. Son cœur lui disait, le vrai combat ne fait que commencer. Dans un petit restaurant à Quimper, l'inspecteur Martin était assis avec une tasse de café noir devant lui. La table en bois simple était couverte de dossiers contenant des photos de l'échoppe de Madame Éléonore, des notes d'observation et des noms d'employés. Son cœur était encore secoué par le contenu de la lettre anonyme. Mais en tant qu'enquêteur, il savait que sa tâche était de trouver la personne qui avait écrit cette lettre. Sans cette source, tout ne serait considéré que comme des commérages et des rumeurs. Grâce à son réseau de connaissances, il a entendu parler d'un chauffeur-livreur nommé Antoine. Cet homme sortait rarement le soir ces derniers temps, parlait peu et semblait toujours agité. La suspicion de l'inspecteur Martin s'est renforcée. Antoine était l'auteur de la lettre qu'il avait reçue. Il a décidé d'approcher Antoine avec subtilité, sans être direct. 2 jours plus tard, Antoine attendait un déchargement au marché de Concarneau. Un homme d'âge moyen l'a salué aimablement, lui demandant si Antoine pouvait l'aider à livrer des marchandises à Quimper. Antoine s'est retourné, méfiant. Le visage de l'homme lui était inconnu. Il a répondu brièvement qu'il avait déjà un travail fixe. L'homme a simplement hoché la tête, sans insister. Depuis ce jour, Antoine s'est senti de plus en plus observé, sans savoir que cet homme faisait en fait partie de l'équipe d'enquête de l'inspecteur Martin. Pendant ce temps, à l'échoppe de Riette, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Madame Éléonore se tenait souvent longuement devant la porte de la production, toujours verrouillée. Son regard transperçait chaque employé. De temps en temps, elle mentionnait le mot « rat » dans la conversation, ce qui faisait que tout le monde se regardait avec des visages blêmes. Léa s'est approchée d'Antoine un après-midi. D'une voix tremblante, elle lui a chuchoté qu'elle avait entendu Madame Éléonore dire qu'elle allait faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour régler l'affaire. Antoine s'est tu. Il comprenait très bien que le mot « régler » n'augurait rien de bon. Cette nuit-là, dans sa chambre, Antoine a ouvert la boîte à café où il gardait l'os qu'il avait trouvé. Ses mains tremblaient. Il réfléchissait intensément. Devait-il remettre cette preuve à la police maintenant ou attendre le bon moment? Il avait peur que s'il venait ouvertement, il serait lui-même considéré comme le coupable.
À Quimper, l'inspecteur Martin a reçu un nouveau rapport de l'équipe d'infiltration. Il y avait des flux d'argent entrant sur le compte d'une société fictive contrôlée par Madame Éléonore. Les montants n'étaient pas énormes, mais suspects. Tout cela convergeait de plus en plus vers une seule conclusion. Il y avait un acte criminel grave derrière l'entreprise de Riette. L'inspecteur Martin savait que la prochaine étape était de rencontrer directement Antoine. Mais il comprenait aussi que l'homme qui avait écrit la lettre vivait dans une grande peur. Pour gagner sa confiance, il devait être prudent. Quelques jours plus tard, Antoine était assis sur le petit port, attendant le chargement de sa camionnette. Soudain, un homme est venu s'asseoir à côté de lui sans permission. L'homme s'est présenté comme étant Martin, de Quimper. Il a dit qu'il n'était pas venu pour lui causer des ennuis, mais pour l'aider. Il a ajouté qu'il savait qu'Antoine était l'homme qui avait écrit la lettre anonyme. Antoine sursauta, le visage blême. Il voulait courir, mais ses jambes semblaient paralysées. Martin le regarda calmement et lui dit qu'il croyait qu'Antoine n'était pas un criminel, mais seulement un témoin. Il a ajouté que la police avait besoin de preuves et qu'il ne devait pas les garder pour lui seul. Antoine n'a pas répondu immédiatement. Il a juste baissé la tête. Ses deux mains serraient ses genoux. Son corps tremblait de peur. D'une voix à peine audible, il a demandé s'il serait en sécurité s'il remettait la preuve. Martin a hoché la tête, lui assurant que lui et son équipe le protégeraient. La rencontre n'a pas duré longtemps. Antoine n'a rien remis ce jour-là. Il a seulement dit qu'il y réfléchirait. Mais au fond de son cœur, une petite graine d'espoir commençait à germer. Ailleurs, Madame Éléonore recevait un appel de quelqu'un à la voix grave et froide. La personne disait que quelqu'un commençait à trahir et qu'elle devait agir rapidement avant que tout ne soit découvert. Madame Éléonore a répondu calmement qu'elle avait déjà préparé son coup et que personne ne sortirait vivant s'il osait la défier. Cette nuit-là, plusieurs hommes étrangers ont été vus autour de l'échoppe. Ils ne sont pas entrés, se contentant de s'asseoir au bistrot en face de la ruelle tout en observant. Léa les a vus, puis a couru immédiatement trouver Antoine. Le visage paniqué, elle a dit qu'il n'était pas d'ici et qu'elle était sûre que c'étaient les hommes que Madame Éléonore avait appelés. Antoine sentit sa poitrine se serrer. Il réalisa que son temps était compté. Il devait décider rapidement s'il allait remettre la preuve à la police ou la garder plus longtemps. S'il était trop tard, il serait peut-être la prochaine victime. Dans sa chambre, il a regardé la boîte à café pendant un long moment. Puis il a fermé les yeux et a prié en silence. Il a demandé la force et la protection, et qu'on lui montre le bon chemin. Ce matin-là, l'air de Concarneau était humide. Le vent marin apportait une odeur saline qui piquait le nez. Antoine se tenait devant la porte de sa chambre, serrant un petit sac en plastique noir. À l'intérieur, il y avait la boîte à café contenant l'os blanc pâle qu'il avait caché depuis si longtemps. La nuit précédente, il n'avait pas pu dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'ombre de Claire apparaissait, souriant avant de disparaître. Il sentait que le moment était venu. Il ne pouvait plus porter ce fardeau seul. D'un pas lourd, il se dirigea vers la gare routière. De là, il prit un petit bus pour Quimper. Assis à l'arrière, il serrait fermement le sac en plastique contre lui. Chaque fois que le bus s'arrêtait, il sentait des yeux l'observer. Il baissait la tête, n'osant pas regarder trop longtemps par la fenêtre. Au commissariat de Quimper, l'inspecteur Martin attendait avec anxiété. Il avait reçu un bref message l'informant de la venue d'Antoine. Lorsque l'on frappa à la porte de son bureau, Martin se leva immédiatement. Antoine entra, le visage pâle et les yeux rouges. Comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Il posa le sac en plastique sur le bureau sans dire un mot. Martin l'ouvrit lentement, prenant une profonde inspiration en voyant le contenu de la boîte. Le petit os était encore intact, avec l'articulation au bout. Il savait que cet objet n'était pas un simple os d'animal. En tant qu'enquêteur, il avait vu de nombreuses affaires, mais cette scène lui donnait la chair de poule. Antoine prit enfin la parole. D'une voix rauque, il raconta ce qu'il avait vu. La machine qui tournait la nuit, l'odeur étrange, et la disparition de plusieurs employés, dont Claire. Il avoua avoir eu peur de signaler cela, craignant pour sa vie. Martin écouta sans l'interrompre, notant chaque détail. Quand Antoine eut terminé, Martin lui tapota l'épaule. Il dit que le courage d'Antoine sauverait beaucoup de gens. Il promit de lui accorder une protection, mais lui demanda également d'être prudent. Pendant ce temps, à Concarneau, l'atmosphère de l'échoppe de Riette devenait de plus en plus suspecte. Madame Éléonore commença à appeler les employés un par un, les interrogeant d'un ton froid. Son regard était perçant, comme si elle voulait lire dans leur cœur.
Certains employés baissaient simplement la tête, répondant à peine. Léa tremblait lorsque son tour est venu. Madame Éléonore la regarda longuement, puis dit doucement qu'elle n'aimait pas les traîtres. À l'extérieur de cette pièce, les 2 hommes étrangers qui étaient assis au bistrot étaient maintenant vus plus souvent, rôdant autour de l'échoppe. Ils ne parlaient à personne, se contentant d'observer. Léa était de plus en plus convaincue que quelque chose de terrible allait se produire. La nouvelle de la disparition d'autres anciens employés commençait également à circuler dans le quartier. Une famille cherchait sa fille. Un voisin se demandait pourquoi un jeune homme n'était jamais rentré. Toutes les histoires menaient à l'échoppe de Madame Éléonore. Mais personne n'osait l'accuser ouvertement. Le nom de Madame Éléonore était trop puissant. Son autorité inspirait la crainte. À Quimper, l'équipe d'enquêteurs a immédiatement procédé à une analyse en laboratoire de l'os apporté par Antoine. Les premiers résultats ont montré qu'il s'agissait bien d'un os humain. Cette découverte renforçait la suspicion qu'un crime majeur se cachait derrière l'entreprise de Riette. Mais ils ne pouvaient pas encore agir de manière impulsive, car ils avaient besoin de preuves supplémentaires pour la poursuivre en justice. L'inspecteur Martin et le commissaire Durand ont conçu une stratégie. Ils placeraient des enquêteurs près de l'échoppe sous une nouvelle couverture, tout en traquant les flux d'argent vers les comptes de la société fictive de Madame Éléonore. Tout devait être fait en silence. Car si Éléonore se méfiait, les preuves pourraient disparaître en un instant. Antoine est retourné à Concarneau le cœur plus léger, mais la peur n'avait pas disparu. Il savait que Madame Éléonore pouvait déjà le soupçonner. Chaque fois qu'il passait dans la ruelle menant à l'échoppe, il sentait des yeux les pieds de derrière les fenêtres. Léa le rencontra en secret, lui disant que Madame Éléonore devenait de plus en plus dure et que l'atmosphère à l'intérieur était de plus en plus suffocante. Antoine conseilla à Léa d'être prudente, de ne pas trop parler et d'éviter l'atelier de production autant que possible. Mais au fond de son cœur, il savait que le danger était trop proche. Cette nuit-là, Madame Éléonore se tenait longuement devant l'atelier de production. Sa main droite tenait la clé qui était toujours suspendue à son cou. Elle murmura doucement que le rat qu'elle cherchait apparaîtrait bientôt. Un léger sourire se dessina sur son visage. Un sourire qui donnait des frissons aux quelques employés qui l'apercevaient. Au loin, l'équipe d'infiltration de la police commençait à noter l'activité nocturne de l'échoppe. Le broyeur se faisait entendre jusqu'à tard. La lumière filtrait par les fentes de la fenêtre. Il savait que la vérité se cachait derrière cette porte de fer toujours verrouillée. Et au milieu de cette tension, Antoine était assis dans sa chambre, récitant une longue prière. Il savait qu'un grand pas avait été franchi. Maintenant, il ne pouvait qu'espérer que la police agirait assez vite, avant que Madame Éléonore ne prenne la décision la plus dangereuse. À Quimper, la petite salle de réunion du commissariat était remplie de cartes, de notes et de photos de l'échoppe de Riette de Madame Éléonore. Le commissaire Durand se tenait devant un tableau blanc, expliquant la stratégie d'une voix ferme. Il ne pouvait plus attendre, car la preuve de l'os apporté par Antoine était suffisamment solide pour demander un mandat. Cependant, ils ont choisi d'agir discrètement. L'objectif n'était pas seulement d'arrêter Madame Éléonore, mais aussi de démanteler tout le réseau qui pourrait être impliqué. L'inspecteur Martin a proposé que la descente ait lieu tôt le matin, lorsque l'activité à l'échoppe serait intense, rendant difficile pour Éléonore de cacher quoi que ce soit. D'autres membres de l'équipe ont rappelé qu'Éléonore était connue pour être rusée et influente. Si cette opération échouait, elle pourrait disparaître comme une ombre. Tout le monde était conscient que l'enjeu était énorme. Pendant ce temps, à Concarneau, l'atmosphère de l'échoppe devenait de plus en plus suffocante. Madame Éléonore semblait s'enfermer plus souvent dans l'atelier de production. Chaque fois qu'elle sortait, son visage était froid, sans expression. Elle parlait rarement, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, tout le monde se taisait. Les employés commençaient à sentir que quelque chose d'important allait se produire. Léa notait discrètement chaque changement. Elle a vu de nouveaux matériaux être amenés la nuit. De grands fûts métalliques ont été placés dans un coin de l'entrepôt. Personne ne savait ce qu'ils contenaient. Une odeur âcre s'infiltrait dans les narines, faisant vomir certains employés. Mais personne n'osait demander. Antoine était de plus en plus convaincu que Madame Éléonore préparait quelque chose. Lorsqu'il a essayé de prévenir un jeune employé d'être prudent, celui-ci a simplement secoué la tête et chuchoté qu'il valait mieux se taire que de disparaître. Ces mots ont transpercé le cœur d'Antoine, lui faisant réaliser que tout le monde vivait en fait dans la même peur. La nuit tombait sur sa grande maison, directement reliée à l'échoppe. Madame Éléonore était assise à une vieille table en bois, éclairée par une bougie. Devant elle, un petit carnet avec des chiffres et des noms. Elle écrivait rapidement. Comme si elle faisait une dernière liste. Parfois,
Elle s'arrêtait pour regarder une photo de sa famille décédée depuis longtemps, puis reprenait l'écriture. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui rendait son visage encore plus effrayant à la faible lueur de la bougie. Elle savait que la police avait peut-être flairé une piste. Mais elle n'avait pas peur. Pour elle, tant qu'elle tenait la clé de l'atelier de production et le secret de la recette, personne ne pouvait vraiment l'arrêter. Même si elle devait sacrifier les gens autour d'elle, elle était prête. À Quimper, l'équipe d'enquêteurs préparait le matériel. Les voitures étaient banalisées, pas des voitures de police. Les membres de l'équipe portaient des déguisements d'agents de santé et de dockers. Tout était conçu pour ne pas attirer l'attention. L'inspecteur Martin a reçu un rapport supplémentaire des agents sur le terrain. Les 2 hommes étrangers souvent vus autour de l'échoppe avaient en fait des antécédents criminels hors de Bretagne. Ils étaient soupçonnés d'être les hommes de main d'Éléonore. Cette information a convaincu le commissaire que l'opération devait être lancée immédiatement, avant qu'il n'y ait de nouvelles victimes. À Concarneau, cette nuit-là, Antoine n'a pas pu dormir. De la fenêtre de sa chambre, il voyait des ombres aller et venir dans la ruelle. Il entendait des chuchotements vagues, comme des gens qui cherchaient quelque chose. Son pressentiment s'aggravait. Il savait que le temps était presque écoulé. Il a décidé d'écrire une courte lettre à sa mère au village. Dans cette lettre, il demandait ses prières pour rester en sécurité, sans expliquer ce qui se passait réellement. De son côté, Léa a appris une nouvelle choquante. L'un des employés masculins n'est pas revenu le lendemain matin. On disait qu'il avait été renvoyé parce qu'il ne convenait pas au travail. Mais Léa était convaincue que ce n'était qu'un prétexte. Sa peur s'est intensifiée et elle a commencé à envisager de s'enfuir. Mais où pouvait-elle aller? Toutes les routes semblaient être sous le contrôle de Madame Éléonore. La dernière nuit avant l'opération, le commissaire Durand a réuni l'équipe. Il leur a demandé de rester calme. Ne pas céder à l'émotion et se concentrer sur les preuves. Il savait que cette affaire n'était pas seulement une affaire criminelle, mais aussi une lutte contre l'ombre d'un pouvoir effrayant. Et lorsque l'aube s'est levée, les petites rues de Concarneau ont commencé à s'animer des bruits des marchands du marché. Personne ne savait que parmi les passants, certains étaient en fait des agents en civil. Ils attendaient le signal pour intervenir. À l'intérieur de l'échoppe, Madame Éléonore se tenait là, le visage calme. Sa main serrait la clé suspendue à son cou. Elle se murmurait à voix basse que tous ceux qui osaient la défier seraient bientôt réduits au silence pour toujours. Elle a regardé la porte de fer de l'atelier de production, toujours fermée, puis a souri légèrement. Comme si elle était prête à affronter tout ce qui allait arriver. L'aube se levait à peine lorsque les petites rues de Concarneau ont commencé à s'animer des bruits des marchands du marché et des pas des acheteurs. De l'extérieur, cela ressemblait à un matin ordinaire, mais derrière cette agitation, des dizaines d'agents étaient déjà dispersés, sous couverture. Certains portaient des paniers de poissons, d'autres faisaient semblant d'être assis au bistrot. D'autres encore se faisaient passer pour des dockers. Le signal fut donné à 7 heures précises, alors que le marché de Concarneau atteignait son pic d'activité. L'inspecteur Martin, vêtu d'une blouse blanche d'inspecteur de l'hygiène, s'avança vers l'échoppe, une planchette à la main. 2 autres agents en civil, qui prétendaient être des mareyeurs, le suivaient de près. Madame Éléonore se tenait derrière son comptoir, comme chaque matin. En voyant Martin et les autres s'approcher, ses yeux se plissèrent. Elle n'eut pas le temps de dire un mot. « Inspection de l'hygiène, madame », dit Martin d'une voix neutre, se dirigeant non pas vers les étals, mais directement vers le couloir menant à l'arrière-boutique. « Vous ne pouvez pas, dit-elle, sa voix toujours calme mais tranchante comme un rasoir. L'atelier est privé. Nous avons un mandat de perquisition, Madame Éléonore, dit le commissaire Durand, sortant de la foule, flanqué de 2 policiers en uniforme qui avaient jusqu'alors fait semblant de boire un café au bistrot d'en face. Le visage de Madame Éléonore resta de marbre. Elle ne montra aucune peur, seulement une profonde colère froide. Elle se plaça devant la porte de fer. La clé pendait toujours à son cou. « Personne n'entre, dit-elle. Le commissaire Durand fit un signe de tête. Un des agents utilisa un bélier portatif. Le premier coup fit résonner le métal dans toute la ruelle. Le deuxième coup fit sauter la serrure. La porte s'ouvrit brutalement. Le dévoilement de la chambre secrète, les os, les cheveux et le journal macabre. Une puanteur frappa immédiatement les agents, si puissante qu'elle les fit reculer. C'était un mélange écœurant d'antiseptique, d'eau de javel, de métal chauffé et une odeur douceâtre de décomposition, le tout paradoxalement masqué par l'arôme puissant et savoureux des crevettes et des aromates. La pièce à l'intérieur était d'une propreté presque chirurgicale, mais sinistre.
Le sol en béton était incliné vers un drain central. Au milieu, trônait le broyeur industriel massif que M. Dubois avait entendu rugir la nuit. Il était en acier inoxydable, brillant, à l'exception de quelques taches sombres près de la goulotte d'alimentation. Sur une table en acier, des outils de boucher étaient méticuleusement rangés. Dans un coin, plusieurs grands sacs poubelles noirs étaient empilés. L'inspecteur Martin en ouvrit un d'un coup de couteau. Ce n'étaient pas des déchets ordinaires. Des fragments d'os, blanchis et brisés, se déversèrent sur le sol. « Mon Dieu !» murmura un jeune policier, le visage verdâtre. Martin s'approcha du broyeur. Près du filtre de la machine, collé par la graisse, il trouva de longues mèches de cheveux châtains. La couleur exacte que Claire arborait sur ses photos de réseaux sociaux. Mais la découverte la plus terrible se trouvait sur une petite étagère, à côté de bocaux d'épices. Un carnet noir, à la couverture usée. Ce n'était pas un livre de recettes. C'était un journal. L'inspecteur Martin l'ouvrit. L'écriture de Madame Éléonore était fine et précise. Il y avait des dates. Des noms. Hélène. Alain. Luc. Et enfin, Claire. À côté de chaque nom, des notes étaient inscrites. Pas des confessions, mais des observations techniques. Hélène, chair trop tendre. Donne un goût légèrement ferreux. À corriger avec plus d'échalote. Claire, bonne texture. Nerveuse. L'acidité de sa peur a rehaussé le produit. Les clients de Rennes ont adoré. C'était un registre macabre, notant la qualité de la matière première après chaque disparition. Pendant tout ce temps, Madame Éléonore, immobile dans l'encadrement de la porte, entourée de policiers, ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle regardait la scène avec une sorte de fierté dérangée, comme une artiste dont on aurait découvert l'atelier secret. Julien s'effondre et avoue son implication dans la mort de Claire, tandis qu'Éléonore reste sur ses positions. Julien, le fils, fut arrêté alors qu'il s'apprêtait à partir pour sa tournée de livraison, sa vieille mobilette chargée de cartons. Contrairement à sa mère, son visage était un masque de terreur pure. Au commissariat, ils furent placés dans 2 salles d'interrogatoire séparées. Madame Éléonore resta silencieuse pendant des heures. Face aux preuves, les os, les cheveux, son propre journal, elle répondit d'une voix égale, « Ce ne sont que des rillettes de crevettes. Une vieille recette de famille. Vous n'avez aucune preuve. » Elle nia tout, se défendant avec une logique froide et implacable. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle n'a jamais admis sa culpabilité. Mais dans la pièce voisine, ce fut différent. Julien s'effondra avant même que l'inspecteur Martin n'ait fini de poser la première question. Les larmes qu'il retenait depuis des mois, peut-être des années, jaillirent dans un sanglot déchirant qui résonna dans tout le poste de police. Il avoua. Pas le meurtre, mais la complicité. Ce soir-là, Claire, poussée par sa curiosité et ses soupçons grandissants, avait réussi à crocheter la serrure de la porte de fer. Julien l'avait prévenue de ne pas le faire, mais elle n'avait pas écouté. Elle était entrée dans l'atelier alors que Madame Éléonore y traitait les restes d'Alain, l'employé disparu. Claire avait vu l'horreur. Elle avait crié. Madame Éléonore, surprise et furieuse d'être découverte, avait attrapé un lourd pilon en métal et l'avait frappé à l'arrière du crâne. C'était un accident. Ma mère ne voulait pas la tuer, seulement la faire taire, sanglotait Julien. Mais Claire était morte sur le coup. C'est à ce moment-là que Julien est arrivé, attiré par le cri. Il a vu sa femme, gisant dans une mare de sang, et sa mère, debout, calme, le pilon à la main. Elle nous aurait tous dénoncés, avait dit Éléonore. Elle aurait détruit l'entreprise. Julien, paralysé par la peur qu'il avait de sa mère depuis l'enfance, une peur plus forte que l'amour qu'il portait à sa femme, n'a pas appelé la police. Il a obéi. Il a aidé sa mère à nettoyer. Il a aidé sa mère à soulever le corps de Claire. Et, les yeux fermés, vomissant de dégoût et de chagrin, c'est lui qui a actionné l'interrupteur du broyeur. Il a transformé sa propre femme en ce produit qui faisait la fierté de sa mère. Elle disait que c'était la seule façon, murmura Julien, son corps secoué de spasmes. Elle disait que Claire faisait maintenant partie de l'héritage familial. Que son goût était exceptionnel. L'aveu était si monstrueux que même l'inspecteur Martin, aguerri, dut sortir de la pièce pour reprendre son souffle. Le procès, Julien est condamné à la perpétuité, Madame Éléonore réussit à s'échapper. L'affaire fit la une de tous les journaux nationaux. Les rillettes de l'horreur de Concarneau. La ville était sous le choc, un mélange de dégoût et d'incrédulité.
L'échoppe fut incendiée par des habitants en colère, avant que la police n'ait pu finir de relever tous les indices. Des gens de toute la France qui avaient consommé les rillettes se précipitaient dans les hôpitaux, malades de terreur. Le procès fut un événement médiatique. Julien, brisé, son visage vieilli de 20 ans, a tout réitéré, ne cherchant aucune excuse. Son avocat a plaidé l'emprise psychologique totale, le décrivant comme une victime autant qu'un complice. Madame Éléonore, en revanche, fut l'image même du défi. Elle se présenta chaque jour au tribunal, le chignon impeccable, le regard haut. Elle renvoya ses avocats, assura sa propre défense avec une éloquence glaciale. Elle accusa la police d'avoir fabriqué des preuves, accusa son fils d'être un menteur et un faible, manipulé par les médias. Elle affirma jusqu'au bout qu'elle n'était qu'une simple commerçante, jalousée pour son succès. Sa performance était si convaincante que, malgré les preuves accablantes, elle sema le doute. Le jour du verdict, Julien fut reconnu coupable de complicité d'assassinat et de dissimulation de cadavres. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il accueillit la sentence sans un mot, le regard vide. Madame Éléonore fut également reconnue coupable de meurtre avec préméditation, acte de barbarie et cannibalisme. Le juge la condamna à la perpétuité réelle, la peine la plus lourde du code pénal français. Mais alors que le fourgon cellulaire la transférait vers la prison de haute sécurité, quelque chose d'impensable se produisit. Le convoi fut attaqué sur une route de campagne isolée. 2 voitures noires bloquèrent le passage. Les hommes de main qu'elle avait engagés, les mêmes qui avaient terrorisé Antoine, sortirent, lourdement armés. L'opération fut rapide, professionnelle et brutale. Lorsque les renforts arrivèrent, les gardiens étaient neutralisés et le fourgon était vide. Madame Éléonore avait disparu. Elle s'était évaporée, ne laissant derrière elle que le parfum entêtant de son mythe macabre. Conclusion et morale, la cupidité peut transformer les humains en monstres. L'histoire de l'échoppe de Concarneau est devenue une légende urbaine, un conte d'horreur moderne que l'on se raconte sur les quais. Antoine, le chauffeur-livreur dont le courage a tout révélé, a dû changer de nom et déménager loin, vivant le reste de sa vie sous protection policière, hanté par la phalange qu'il avait tenue dans sa main. La Bretagne a mis du temps à panser ses plaies. L'échoppe ne fut jamais reconstruite. Cette histoire nous rappelle une vérité terrifiante. La cupidité, le désir de succès et la soif de reconnaissance peuvent transformer un être humain en monstre. Madame Éléonore n'a pas commencé comme une meurtrière. Elle était une femme forte, brisée par la vie, voulant simplement réussir. Mais cette ambition, laissée sans contrôle, s'est transformée en une obsession qui a dévoré son humanité, puis, littéralement, celle des autres. Elle nous apprend que le mal ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Il peut avoir